la vie s'est organisée sur Terre. Et ce qui est apparu, c'est associativité et coopération. Associativité, coopération. C'est-à-dire tout ce qui a fait naître la vie, l'a fait sur ces deux principes de coopération et d'associativité. Ce qui fait que quand, par exemple, on dit la loi de la jungle, la loi de la jungle, elle n'est pas... je préfère la loi de la jungle que la loi des humains. Parce que dans la jungle, ben, il y a des lois, il y a des règles. Un lion mange une antilope, mais il n'a pas de banque d'antilope, ni d'entrepôt d'antilope pour vendre aux copains. C'est-à-dire que la vie se donne à la vie. Et ce principe-là, ben, c'est le principe que nous sommes en train aujourd'hui de remettre en question. J'aimerais bien te poser une question par rapport à ça, parce que ça fait des années en fait que je rêve de la poser, sur cette animalité, en effet, cette magnifique image du lion qui ne fait pas un entrepôt d'antilope. Et en même temps, moi j'ai un chat, et je me suis aperçu, et c'est une donnée factuelle d'ailleurs, que le chat est l'animal le plus criminel de l'ensemble des animaux, et qui tue parfois par jeu. Alors au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi chez les animaux quelque chose qui peut être gratuit ou de l'ordre du pouvoir comme l'homme l'a parfois? Est-ce que c'est pas aussi notre animalité non transcendée qui apparaît là? C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi le chat prolonge l'agonie finalement. Parce qu'en fait, quand il a une souris, il sait qu'il va la tuer en finale. Et il a la cruauté de faire durer l'agonie en s'amusant. Bon, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, on se demande pourquoi. Alors, bien sûr, il aurait fallu que tu interroges un chat pour savoir pourquoi il le fait. Moi, je ne sais pas du tout quoi t'en répondre. Mais je lui pose la question, il ne me répond pas, il fait comme toi. Alors, en dehors de ça, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de généralisé. Que ce soit quelque chose de généralisé, mais bon, c'est une règle qui est comme ça. Ce sont des phénomènes qui sont comme ça, on ne s'explique pas tout. Mais voilà. Mais d'une façon générale, l'homme est infiniment plus cruel, puisqu'il est même en train de détruire les créatures. Mon ami Watson annonce bientôt parce que les baleines, bientôt il va y en avoir, que les éléphants sont mutilés, l'ivoire, et tout ça rentre dans ce qu'on appelle comment l'avidité humaine, c'est-à-dire en fait un être humain insatiable qui a instauré soi-disant l'économie. Il n'y a rien de plus anti-économique que ce que nous appelons l'économie. L'économie, dans la réalité, c'est la nature qui l'a faite, et elle l'a faite sur le principe de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que tout rentre dans un ordre permanent et continu, mais il n'y a pas de dissipation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaspillage et de dissipation. L'une des caractéristiques de la civilisation actuelle, c'est qu'elle dissipe. C'est-à-dire que les ressources sont dissipées, les forêts sont en train de disparaître, la dissipation inscrite, mais qui est une pratique humaine. Mais le drame, c'est que quand ces pratiques-là sont banalisées, là c'est dangereux. Quand on pense qu'il est normal qu'on détruise les forêts, qu'on détruise les créatures pour simplement l'économie, à ce moment-là, on rentre dans une forme d'inconscience. Et l'inconscience, c'est quelque chose de terrible. Et tout le problème aujourd'hui, est-ce que nous sommes en mesure de prendre conscience de cette inconscience, prendre conscience de l'inconscience? C'est-à-dire nous pensons que nous sommes conscients alors que nous ne le sommes pas dans la réalité. Voilà. Et c'est pour ça qu'on arrive à un moment où, avec les outils dont nous disposons, qui nous donnent une efficacité terrible, une efficacité pour le bien, pour le mal, et bien plus que jamais, l'humanité a à s'interroger véritablement sur sa continuité. Moi, je pense vraiment que dans cette logique-là, nous sommes en train de nous éradiquer nous-mêmes. Ne serait-ce que parce que nous mangeons. On a la terre, par exemple. Moi, je suis un petit avocat de la terre et un praticien, parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut aussi encore expérimenter. Ben, si je prends l'élément qui est nourricier, qu'on appelle la terre, eh bien cette terre, elle est détruite, littéralement, parce qu'on parle beaucoup de cataclysmes, mais on oublie ces cataclysmes
Et cette malfaisance, qui n'est pas apparente, mais qui est gravissime, quand vous détruisez la terre qui vous nourrit, eh bien vous aboutissez évidemment à entraîner aussi, à être entraîné vous-même dans cette destruction. Et qu'est-ce que la nourriture aujourd'hui? La nourriture humaine, elle est gorgée de substances toxiques, à tel point que, en se mettant à table, bientôt il faudra souhaiter bonne chance et pas bon appétit. Parce qu'on ne sait absolument pas ce que nous alimentons, et on sait de plus en plus que cette malfaisance de l'humain dans le monde de la nature et dans les lois intangibles de la nature aboutissent à une transgression humaine qui amène l'humanité elle-même à sa propre destruction. Alors on dit vite détruire la planète, moi je ne crois pas, parce que la planète, elle s'en sortira toujours. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite légende de Gorbatchev, qui dit qu'un jour, il y a une planète de l'espace qui rencontre la planète Terre. Alors elle lui dit, ma pauvre, mais tu as l'air dépenaillée, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Et l'autre lui dit, mais ça n'est que ça, moi je l'ai attrapé, je m'en suis guéri et tout va bien. Alors c'est peut-être humoristique, mais je peux vous assurer que ça a une résonance réelle, dans le sens de l'évolution dans laquelle nous sommes, dans les transgressions que nous commettons. Nous commettons ces transgressions à notre détriment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut quand même que l'intelligence advienne. Voilà. Je vais te proposer à... Je peux laisser mon ami. Voilà, j'allais poser une question à Cyril, si tu veux bien. On était tous les deux, avec plein de monde tout à l'heure, à la conférence de Pablo, et j'ai trouvé super intéressant qu'il explique qu'on oublie parfois qu'il y a deux lois de la jungle. Il y a celle de la prédation, ou de la prédation, puis il y a l'autre qui concerne la collaboration, qui est aussi une loi de la jungle, puisque c'est comme ça qu'on s'en sort. La question que je voulais te poser, à toi qui es un artiste touche à tout, le film Demain, ton roman Imago et puis plein d'autres choses, j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre aussi créé avec Pierre sur ton stand. Est-ce que tu penses que c'est en effet une priorité, ou c'est important de montrer par une expression artistique comment on doit se mettre en collaboration, comment on peut le faire, et ce que ça pourrait donner? Bonjour tout le monde, c'est impressionnant de vous voir si nombreux. Moi, ce qui m'intéresse depuis des années maintenant, puisqu'on a participé à fonder le mouvement Colibri avec Pierre fin 2006, c'est une fois qu'on sait effectivement tout ce qui ne va pas, et on le sait de plus en plus puisque les mauvaises nouvelles s'accumulent, comment est-ce qu'on fait, exactement comme tu viens de le demander, pour se mettre ensemble? Et effectivement, je vous encourage, si vous n'avez pas été à la conférence de Pablo Servigne, au moins à lire son livre qui s'appelle L'entraide, une autre loi de la jungle. Comment est-ce que nous, les êtres humains, on est capable d'abord d'intégrer ce qu'on entend, et il se trouve qu'on a du mal à l'intégrer, parce que malgré les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, et malgré le nombre d'articles, de documentaires, de livres, de conférences qui s'accumulent, on voit bien que notre réaction est extrêmement faible, en tout cas extrêmement petite. Et ensuite, au-delà d'avoir pris conscience, comment est-ce qu'on met des choses en œuvre, individuellement et collectivement. Donc Demain était déjà une tentative, donc c'est un film qu'on a fait avec Mélanie Laurent, qui est sorti il y a 2 ans, était une tentative de proposer un récit. Pourquoi un récit? Parce que moi j'ai la conviction, et enfin c'est pas du tout moi qui l'ai forgé par moi-même, que les histoires sont sans doute parmi les choses les plus puissantes pour nous permettre d'intégrer un certain nombre de données et de construire des choses collectivement. On vient de publier un bouquin là, dans une collection dont je m'occupe chez Actes Sud qui s'appelle « Le syndrome de l'autruche, pourquoi nos cerveaux sont programmés pour ignorer le changement climatique », où il y a tout un tas donc c'est Georges Marshall qui a écrit ce livre-là, tout un tas d'études scientifiques, notamment sur le fonctionnement du cerveau, qui montrent que quand on vous explique qu'il y a le changement climatique, qu'il y a une disparition de masse des espèces, qu'il y a des réfugiés qui vont déferler dans nos pays, que potentiellement on va se retrouver en conflit,
que les ressources sont en train de s'épuiser, que peut-être on n'aura plus suffisamment à manger, qu'est-ce qu'on déclenche dans notre cerveau? Essentiellement de la peur, de l'angoisse. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur et que vous êtes angoissé? Quand vous avez par exemple une voiture qui vous fonce dessus et que vous êtes au milieu de la route, votre cerveau va chercher un échappatoire, une façon de se mettre en sécurité et de se sauver de ce danger. Or, le changement climatique, c'est pas une menace tangible, réelle, que vous pouvez mesurer là tout de suite dans votre quotidien. Parfois, il y a des phénomènes extrêmes, mais la plupart du temps, non. Donc, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va chercher à s'enfuir, et à s'enfuir par le déni. Donc, en fait, tout notre travail, depuis des années, de sensibilisation, de bonnes paroles, parfois fonctionne, mais parfois est même contre-productif. C'est-à-dire qu'au lieu d'engager les personnes dans l'action, parfois ça les engage à vouloir oublier ce qu'on leur a dit parce que c'est trop effrayant et qu'elles n'arrivent pas à soutenir cette charge émotionnelle, et donc à continuer à consommer, à prendre l'avion pour aller en vacances, etc., etc. Donc je me suis intéressé à ces processus-là. Et il se trouve qu'il y a un livre notamment qui m'a passionné, qui est un livre d'une écrivain et essayiste qui s'appelle Nancy Houston, qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Et dans L'espèce fabulatrice, son postulat, c'est de dire que nous, les êtres humains, on est une des seules espèces qui a conscience qu'elle va mourir. Donc qui a conscience de son existence comme un continuum dans le temps, avec un début, un déroulement et une fin, et que ça, c'est le propre d'un récit. Et que donc, de façon constitutive, on est programmé pour fabriquer des fictions. Et que tout est fiction, que tout est récit, que tout est histoire. Quand vous, par exemple, vous vous présentez à quelqu'un, vous allez raconter un certain nombre de choses qui vous définissent, quelques événements dans votre vie, vous allez les mettre bout à bout, et ça va être une histoire. Mais si quelqu'un vous présente, il pourrait raconter d'autres faits, les mettre dans un autre ordre, avec un autre point de vue sur la question, et ça raconterait une autre histoire. Ce qu'on appelle l'histoire de France, c'est ça, ou l'histoire des pays. C'est aussi une succession de faits qu'on a mis dans un certain ordre, regardés avec un certain point de vue, et qui fabrique, d'ailleurs il y a une émission qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire, et qui fabrique un récit collectif. Les nations sont des récits. Quand au départ Clovis déclare la nation des Francs, ça n'existe pas dans les faits. Mais simplement cette histoire est suffisamment puissante pour que ça déclenche un mouvement collectif, un mouvement culturel, un mouvement social, etc. Quand Kennedy, en 1960, dit on va aller sur la Lune, ils n'ont aucune idée de comment ils vont aller sur la Lune, techniquement. Simplement, ça a déclenché quelque chose dans l'imaginaire qui est suffisamment puissant, suffisamment fort, pour que ça engage ensuite un certain mouvement qui va se concrétiser dans des inventions technologiques, etc., etc. Donc, comme George Marshall dans son fameux livre le dit, comme un certain nombre de personnes le disent, aujourd'hui, j'ai la conviction qu'il faut construire des récits. On a d'abord besoin d'imaginer à quoi notre société pourrait ressembler à l'avenir pour pouvoir se donner l'élan et la capacité d'être nombreux à la construire. C'est un peu le postulat que je me faisais quand je dirigeais Colibri à l'époque, c'était de dire mais on essaie d'emmener les gens avec nous. Mais si on leur dit pas où on va, comment on peut les emmener? C'est impossible. On passe leur temps à leur demander d'arrêter des choses, d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de prendre l'avion, d'arrêter de prendre la voiture, d'arrêter de prendre des bains, d'arrêter d'allumer les lumières. Donc c'est que une histoire de perte. Mais quand est-ce qu'on propose des gains, entre guillemets? Quand est-ce qu'on propose un futur désirable qui leur donne envie, qui leur fasse se dire « Tiens, mais oui, moi j'aimerais bien vivre dans un monde comme ça. Un monde où on n'est pas en train de, comme Pierre le dit souvent, de tourner comme des hamsters dans une roue, simplement pour produire et consommer, mais un monde où ce qu'on fait aurait du sens. Où l'énergie qu'on dépense chaque jour, on la dépense pour être utile aux autres. Pour construire quelque chose de collectif, pour construire un monde dans lequel on aurait envie d'habiter. Et il y a très peu d'entre nous qui ont la chance de faire ça. La plupart d'entre nous, on est pris dans une espèce de mécanique depuis tout petit qui dit, ben voilà, c'est l'histoire des boîtes que tu racontes souvent. Il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier ensuite, qui nous permet d'avoir un salaire, qui nous permet de survivre. Mais ça conduit plein de gens à faire des métiers qui n'ont pas tellement de sens pour eux. Donc c'est les mêmes personnes que vous voyez
en entreprise à qui vous demandez comment ça va et qui vous disent comme un lundi. Parce qu'elles attendent le week-end, puis qu'après elles attendent les vacances, puis qu'après elles attendent la retraite. Et que finalement elles s'accommodent de cette situation tant bien que mal, parce qu'il faut bien s'accommoder et puis trouver du sens à ce qu'on fait un petit peu. Mais c'est quand même pauvre. C'est-à-dire que si ces personnes-là, vous leur disiez, allez, demain t'as plus de problème d'argent, ou t'as un revenu universel, je sais pas, ou t'as 20 millions d'euros sur ton compte en banque, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Qu'est-ce que tu ferais toute la journée? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui diraient je ferais exactement ce que je suis en train de faire. Je travaillerais à Carrefour. Voilà, c'est ça que je ferais si j'avais 20 millions d'euros sur mon compte en banque. Ou je travaillerais chez AXA, voilà, pour vendre des assurances aux gens. Ou j'essaierais de trouver comment faire grimper de quelques points de croissance le PIB en fait, du pays, parce que ça me paraît être quelque chose de très épanouissant. Voilà. Je pense que vous devez être dans ce cas-là aussi. Donc pour moi, ces récits-là, ils ont la fonction de nous donner de l'élan, de nous donner de la créativité, de libérer notre créativité, voilà, individuellement et collectivement. Et les artistes et les mouvements culturels de tout temps ont été parmi ceux qui ont accompagné ces changements de société et qui pourraient nous permettre de peut-être inventer un monde plus intelligent. Mathieu Baudin, Oui, l'Institut des futurs souhaitables. Ok. Dit, on enseigne justement que l'histoire et on devrait enseigner le futur. Ça rejoint un petit peu ça aussi, cette pensée. Oui, sachant que le futur, c'est quelque chose qu'on construit, qui change tout le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de réouvrir l'imaginaire, c'est-à-dire de casser ce qui nous empêche d'imaginer des choses qui pourraient être diverses. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire un film qui est une sorte de continuité de demain, mais qui est un film de fiction, cette fois, donc qui essaie de s'appuyer sur l'imaginaire. Et ce qui m'intéresse, et ce qui me hante en ce moment, c'est l'idée de la révolution. C'est vraiment un mot hyper galvaudé, et puis il ne s'agit pas de couper des têtes et de mettre des tyrans à la place d'autres tyrans qu'on aurait enlevés, mais plutôt de qu'est-ce qui fait que des gens se mettent ensemble et reprennent un peu du pouvoir sur leur vie, sur la société et tout ça. Et je m'appuie beaucoup sur un livre que je vous conseille, évidemment, je ne suis pas sûr qu'il soit au salon, mais vous le trouverez en librairie, qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, seul et sans armes », d'un Serbe qui s'appelle Zdra Popovic, qui a été un des leaders du mouvement qui a chassé Milosevic dans les années 2000, en ex-Yougoslavie, et qui a été député pendant 4 ans, et qui depuis a un métier singulier qui est consultant mondial en révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le voir du monde entier, qui disent voilà, moi j'habite en Malaisie, et je voudrais faire la révolution, comment je pourrais faire ? Et donc ça fait beaucoup rigoler les gens quand je raconte ça, et quand je lui raconte à lui que ça fait rire les gens, il dit mais non, tu leur dis, c'est un vrai métier, je gagne ma vie avec ça, hein, il faut absolument qu'ils le sachent. Et donc ce métier-là l'a amené à conseiller des gens qui ont fait la révolution en Égypte, en Géorgie, en Ukraine, et donc à faire cette, entre guillemets, cette convergence des consciences dont parle Pierre. Et lui, ce qu'il dit, c'est que une des erreurs principales que font la plupart des militants, des activistes, c'est d'essayer de mobiliser les gens autour de grandes idées, du changement climatique, des droits de l'homme. Or, la plupart des personnes se sentent peu concernées par ces grandes idées qui leur paraissent assez lointaines et loin de leur quotidien. Lui, il dit qu'il faut absolument commencer par des choses qui réunissent les gens, qui leur permettent de se mettre ensemble, même si c'est des petites choses. D'ailleurs, un de ses principes, c'est de dire « voyez grand, mais commencez petit ». Et un des exemples que j'aime bien raconter, je suis désolé si je l'ai déjà raconté à un endroit où vous étiez, c'est l'histoire des Anglais et du mouvement des villes en transition, donc, qui a été créé il y a une dizaine d'années aussi, et qui s'appuie sur deux problèmes plutôt, qui sont le changement climatique et le pic pétrolier. Ils disent comme on a ces deux grands problèmes, il faut absolument qu'on puisse engager les territoires dans la résilience, produire leur alimentation par eux-mêmes, leur énergie, relocaliser l'économie, etc. Et il se trouve que dans certains endroits ça marche, ils arrivent à créer des villes en transition, des groupes de transition, et dans d'autres endroits ça marche pas du tout, ou presque pas. Donc, dans une de ces villes où ça marchait pas, ils se sont posé la question, en se disant mais finalement, qu'est-ce qui rassemble les gens de notre ville? Est-ce que le changement climatique, c'est le truc qui rassemble tous les gens, qui leur donne envie de se mettre sur la place du village, de se parler et d'agir ensemble? Bof. Est-ce que le pic pétrolier, si on dit pic pétrolier, tous les gens ont envie de se rassembler? Non.
Est-ce que la bière, peut-être, nous qui sommes anglais, mais oui, la bière, évidemment. La bière, c'est le truc qui rassemble les gens. Viens, on va boire une bonne bière. Donc, ils ont lancé un projet de brasserie, de micro-brasserie locale, avec l'idée de dire, bah, la bière est quelque chose qui est très standardisé, Heineken, Kronenbourg, etc., alors que c'est une diversité. Chaque territoire avant faisait sa bière avec sa propre saveur, avec des choses qui ont été cultivées sur son territoire, etc. Et donc là, tous les gens étaient hyper intéressés pour venir participer au projet de micro-brasserie locale. Et ils ont pris ce prétexte pour dire, mais ok, si c'est vrai pour la bière, c'est vrai aussi pour l'alimentation, pour ce qu'on mange. Pourquoi on fait venir la nourriture de milliers de kilomètres? Et si c'est vrai pour l'alimentation, c'est aussi vrai pour tout un tas d'activités qui aujourd'hui sont prises en charge par des multinationales, mais qu'on pourrait faire. Aujourd'hui de la production textile, même certaines activités d'industrie, etc. Et ils ont lancé tout le mouvement, mais en partant de quelque chose qui concernait tout le monde, au lieu de partir d'une grande idée qui paraît un peu lointaine et intangible. Merci. Pierre, alors on sait que tu as l'art de la formule, et je t'entendais parler de gagner sa vie juste à l'instant, et Pierre, tu parles de ça et tu détricotes cette expression. Est-ce que tu peux en parler? J'ai trouvé ça très bouillant. Écoutez, je vais faire un test. Qui a lu La planète au pillage de Osborne? Levez la main. Qui a lu Günther Schwab? Rachel Carlson, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est loin d'être drôle. C'est-à-dire que, vous savez, je me suis renseigné auprès des spécialistes, pendant que nous parlons et que nous glosons beaucoup, toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Voilà la réalité de l'humanité d'aujourd'hui. Pendant que nous consacrons des budgets considérables à l'art de tuer, avec nos missiles, nos bombes atomiques, etc., la même humanité qui est dévouée de plus en plus à la mort, c'est elle qui détruit la vie aussi, en même temps. Voilà la question fondamentale. Alors bien sûr, on peut, heureusement, qu'il y a ici ou là des initiatives qui essayent de dire autre chose est possible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui domine la société? C'est l'argent. Qu'est-ce qui domine l'agriculture, par exemple? L'agriculture, ça a été la pétrochimie internationale qui a orienté l'agriculture sur l'usage de produits toxiques. Produits toxiques, qu'ils soient en termes d'engrais chimiques, pesticides, etc. Et qu'est-ce qu'elle a produit, la pétrochimie internationale? C'est-à-dire qu'elle a organisé le monde sur 2 prescripteurs, un agronome prescripteur d'engrais, de pesticides, etc., et un médecin prescripteur de médicaments des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes pris dans une évolution générale qui aboutit finalement à dire l'humanité, elle est de plus en plus divisée. Et du coup, bien sûr, il faut valoriser et célébrer les alternatives. Mais le problème, c'est l'alternative générale. Et comment aboutir à une alternative générale avec un être humain qui ne change pas? Je peux parfaitement aller manifester contre ceci, contre cela, et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui m'entourent. On peut parfaitement être violent et manger bio. Le problème aujourd'hui, il est vraiment, est-ce qu'on pense que... Alors bien sûr, j'ai participé à beaucoup de choses et on a essayé quand même de concrétiser les choses. Je me suis engagé beaucoup dans ce qu'on appelle l'agroécologie. Pourquoi je me suis engagé dans l'agroécologie? Parce que c'est la réponse qui permet à la fois de donner, c'est la pratique qui permet à la fois de donner une réponse concrète, manger à sa faim, et à la fois dans le respect de la nature et le respect de la vie, au contraire d'une agriculture qui produit et détruit. Et cette production et destruction est une vraie catastrophe. Nous avons fait des livrets, vous savez, sur la faim pour expliquer comment la faim dans le monde, comment ce sont des mécanismes, c'est tout.
parce que la planète est suffisamment pourvue pour que chacun puisse manger à sa faim, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez les semences. Les semences, c'est toute une stratégie criminelle, c'est-à-dire on confisque à l'humanité des semences qu'elle détient, qu'elle a développées depuis la révolution néolithique, c'est-à-dire 10 à 12 000 ans. Depuis 10 à 12 000 ans, l'être humain n'a pas cessé d'augmenter le potentiel de sa survie par la biodiversité, notamment semencière. 75% de ce potentiel est déjà parti, et ça c'est une catastrophe majeure, c'est quelque chose qui peut aboutir carrément à une destruction humaine réelle, et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité absolue. Alors, de plus en plus, ce qui me désole, c'est qu'on voit on voit qu'on n'est pas présent à ces questions fondamentales et que même on participe en quelque sorte à les perpétuer inconsciemment. Et tant qu'on continuera à perpétuer ces choses-là, je ne pense pas que la société ou l'histoire humaine puisse changer et s'humaniser. C'est pour ça qu'on a parlé de convergence des consciences. Et le bouquin qu'on a fait avec Jean-Marie Pell, juste un peu avant sa disparition, Le monde a-t-il un sens, c'était justement une rétrospective sur comment la vie elle-même sur cette planète s'est organisée. Il a mis en évidence, comme je l'ai dit, c'est-à-dire l'associativité, la coopération. L'être humain arrive. Et l'être humain, quand il arrive, il introduit la dualité. Et seuls les premiers hommes dits primitifs ont été sages, inspirés par autre chose que par le gain de l'argent. Ils avaient une perception sacrée de la vie. Et ils savaient très pertinemment qu'il fallait recevoir de cette vie, mais entretenir aussi cette vie. Et aujourd'hui, on arrive à un saccage généralisé terrible, absolument terrible. Ce qui fait que quand on analyse et qu'on essaie de faire de la prospective, la première chose qui apparaît, c'est qu'en fait, nous sommes en train de ruiner la vie elle-même. Et c'est pour ça la réaction écologique. Mais l'écologie ne devrait pas être un parti, ça devrait être une conscience. C'est quelque chose que l'on devrait enseigner à l'enfant dès tout petit. Comment apprendre à l'enfant que sa vie, sa propre vie tient à la vie, globale et générale. Alors ces disparités entre le nord et le sud, entre ceux qui ont pourvu, mangent plus qu'à leur faim, jettent, il y a 30 à 40% d'aliments jetés en surplus. Et quand vous allez dans d'autres pays, eh bien, un bol de riz devient un énorme problème. Voilà, à mon avis, enfin, ce qui me paraît aujourd'hui nécessaire de réaliser, c'est justement de prendre conscience que nous sommes bien pourvus. Et en plus, je peux ajouter, en tant qu'Africain, j'ai toujours du mal à le dire, mais c'est pas en tant qu'Africain que je dis ça, l'Europe sans migration ne serait pas grand-chose. Alors maintenant, les quelques malheureux qui viennent parce qu'ils reçoivent des bombes, parce qu'ils veulent sauver leur peau, ils arrivent, mais on occulte complètement que l'Europe a migré partout. Et que c'était pas donnez-nous, c'était vous dégagez et on s'installe. 50 millions de peaux rouges, complètement génocidés. Et si vous prenez, vous allez de pays en pays, vous allez vous rendre compte de l'impact. Et c'est pas parce... Et en Europe même, il y avait évidemment des disparités. C'est pas que... Donc voilà les problématiques qui se posent aujourd'hui. Si nous voulons une planète paisible, c'est-à-dire quelque chose qui rétablit l'ordre, et comment voulez-vous que quelqu'un qui a à peine un bol de riz à donner à ses enfants nous voit gaspiller, nous voit vivre un grand train et n'être pas choqué. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais d'humanisme, et quand je parle d'humanisme, je ne fais pas évidemment des catégories raciales ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'aujourd'hui, je pense que l'humanité a atteint un niveau où elle est très dangereuse pour elle-même, et une grande prise, j'aime pas la prise de conscience parce que ça me rappelle l'électricité. Est-ce que vous avez une prise de conscience ou est-ce que je peux vous brancher à une prise de conscience? C'est pas ça, c'est-à-dire que c'est une évolution qui est nécessaire aujourd'hui et qui part de l'être humain lui-même pour, dans son intime,
comprendre qu'il a un travail à faire sur lui-même dans sa propre évolution. Sinon, on ne pourra pas évoluer simplement parce qu'on aura décrété quoi que ce soit. On peut parfaitement être dans une société bio, intégralement bio, et c'est pas pour autant qu'on sera une société heureuse de vivre. Voilà. C'est pour ça que, alors j'ai 80 ans, c'est peut-être mes obsessions, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que durant l'itinéraire dans lequel on s'est engagé, on a essayé de proposer des solutions concrètes. Parce qu'on peut gloser, analyser. Et je vois les étagères des bibliothèques se remplir. Mais en fait, aujourd'hui, on est attendu, est-ce qu'il y a une possibilité que cette société qui est malheureuse, est-ce que cette société peut changer si l'être humain lui-même ne change pas? Premier maillon, l'éducation des enfants. Pourquoi éduquons-nous les enfants? Compétitivité, soit le meilleur, soit le plus fort, soit etc. Alors je me suis présenté aux élections en 2002. Vous savez peut-être, certains le savent, on m'a poussé à me présenter. Alors après quelques insomnies, je me suis dit j'y vais pas. Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Voilà. Alors, je me suis dit bon, si c'est utile à quelque chose, c'est pas voter pour Pierre Rabhi, vous auriez un président. Je ne sais pas si j'aurais duré longtemps, mais enfin voilà, c'est de ça. Et puis on est parti au caillou. On voulait appliquer le protocole. Voilà. Et on est parti à la chasse aux signatures. On s'est dit, si on a 3 signatures d'élus en état d'ébriété, ça sera déjà pas mal. Et alors, la surprise, ça a été quand même qu'on a atteint presque les 200 signatures d'élus. Sur quelle proposition? Le féminin encore du changement. Pourquoi les femmes sont-elles subordonnées sur la planète? C'est une anomalie grave. Pourquoi diable éduquons-nous nos enfants sur la compétition, au lieu de leur apprendre la coopération, la solidarité, de leur apprendre la nature? Évidemment, il va de soi tout ce qui concerne l'agriculture. Pourquoi diable cette agriculture qui, pour produire, doit détruire? Pourquoi cette terre, ce patrimoine nourricier absolument extraordinaire, irremplaçable, est-il aujourd'hui bétonné, est-il empoisonné au détriment des générations qui arrivent? Pourquoi barrer la route aux utopies? Parce que c'est les utopies qui font avancer. Parce que la personne raisonnable qui reste sur les rails, qui ne bouge rien, elle ne fait rien bouger. Elle reste dans ce système. Et nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'utopie et d'utopistes, c'est-à-dire de gens qui sortent du cadre strict de la raison telle qu'elle a été établie pour proposer autre chose. Et c'est comme ça que l'histoire a évolué. Elle a évolué à cause des utopistes, pas à cause des gens raisonnables. Les gens raisonnables ne bougent rien. Bien sûr, il ne faut pas commettre de préjudice, bien entendu. Voilà. Toutes ces questions-là, le rapport à la Terre, etc., toutes ces questions se posent aujourd'hui, bien sûr, d'une façon locale, d'une façon régionale, d'une façon nationale, mais elles se posent d'une question planétaire, c'est-à-dire est-ce que l'humanité, en termes, ou l'humanisme en quelque sorte, tel que nous essayons de le proposer, dans les structures d'ailleurs qu'on a créées, souvent humanisme, etc., ce qu'on a créé le colibri, là, vous connaissez la légende du colibri. Voilà. Bon, à partir de cette légende, et maintenant ça évolue, etc. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est véritablement que quand on prend toutes les composantes de l'organisation de la société, on se rend compte que ces composantes ne sont pas en phase avec les réalités qu'il faudrait mettre en route aujourd'hui. Donc il y a nécessité de renoncer au modèle, parce que le modèle est pétrifiant. Et le modèle est pétrifiant parce qu'il empêche finalement, il est tellement pétrifiant qu'il est quelque part dictatorial dans le sens de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, tout imaginaire qui n'est pas dans le cadre strict qui a été proposé en termes de politique, en termes d'éducation, etc., paralyse en quelque sorte et empêche une évolution. Alors ce qui est très intéressant, encore il faut le répéter, c'est que d'un côté, il y a des règles politiques à appliquer. Moi, je ne critique pas les politiques. Les politiques, quand on dit, par exemple, Trump, il y a des Trumpistes peut-être dans la salle, donc je ne vais pas les choquer. Hein, je ne vais pas les choquer. Mais ce n'est pas Trump qui me fait peur.
Ce qui me fait peur, c'est les millions de gens qui l'ont élu. Trump n'est rien du tout. C'est un individu, c'est tout. Mais il est représentatif d'une conscience collective de millions de gens qui, en fait, il les représente. Voilà. Et ça fait peur. Parce qu'il représente, il n'aurait pas été élu autrement. Un dictateur, il ne vous demande pas votre avis. En démocratie, on vous demande quand même de donner votre avis. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, partout sur la planète, en géopolitique, quand on essaie de suivre ce qui se passe planétairement en géopolitique, on ne peut pas dire que l'humanité en tant que telle soit aujourd'hui dans une orientation positive. Voilà. Et donc, d'où la nécessité de la transgression positive. C'est-à-dire transgresser dans le sens positif. C'est ce que nous essayons de faire là où nous sommes. Et la première transgression dans le sens positif, c'est de nous aimer. Et ça, c'est la plus grande force qui soit, c'est celle-là. Il n'y a pas plus puissant que ça. Évidemment, l'amour, on y met un peu tout ce qu'on veut. Quoi. Je veux bien t'aimer, mais à la condition que, etc. C'est pas ça que je parle. C'est bien que je parle de cette énergie. Par contre, on n'ose pas parler de ça parce que ça fait un peu, peut-être ringard, un peu sentimentalo, machin. Mais non, c'est une énergie extraordinaire. Mais aimer, ça veut dire aimer les arbres, aimer la vie, aimer les autres, etc. Moi, à 80 ans, ma conviction, c'est... Puisque à un certain âge, on est là, on dit ça c'est pas utile, ça c'est pas utile, on fait son petit bilan, on dit bon ben maintenant, par rapport au temps qui me reste, qu'est-ce qui est important? Je ne peux pas m'amuser, il y a des tas de choses que j'aimerais faire, mais je me dis non, ça c'est un peu perdre du temps, puisque je suis plutôt vers la sortie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont le bras long pour mettre mon dossier en dessous de la pile, suffisamment long, je leur serais très reconnaissant. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas du tout où j'en suis, mais en tout cas, souvent dans nos vies, on dit bah, on va à l'essentiel, à l'essentiel, à l'essentiel, à l'essentiel. Et ça aboutit à quoi? À dire mais finalement, s'il y avait une énergie d'amour, c'est celle-là qui va changer les choses. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'énergie d'amour dans ce livre, La convergence des consciences. Et il y a un très court mot qui s'appelle Michel. Est-ce que tu m'autorises à le lire? Le mot qui s'appelle Michel. Michel. Oui. Michel, c'est ma compagne. Oui. Me permets-tu de le lire? Parce que j'ai trouvé ça très magnifique, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Là, je te propose. Est-ce que je peux le lire ou... Ah ben, si c'est écrit. Ok. Alors je lis. On ne va pas trahir un secret. Oui, tu es obligé de l'assumer, quoi, en fait. Oui. Mon amour pour ma compagne des premiers jours ne s'est jamais altéré, même si je ne me pose pas en exemple. Je ne parle pas ici de morale ou de fidélité, mais d'un amour inconditionnel qui doit parfois s'inscrire dans des contextes particuliers. L'amour est réciprocité et croisement de deux dons. Même si nous avons eu à traverser des épreuves, comme tous les couples, je ne me vois pas ne pas aimer la mère de mes enfants. Je voudrais que cet être-là me ferme les yeux, que je lui ferme les yeux, et que notre amour demeure jusqu'à la fin. Oui. Merci de ce rappel, parce que, en plus, de cette aventure que j'ai eue que nous avons eue et ce risque que nous avons pris de faire un retour à la Terre en 1961, c'est pas d'aujourd'hui, le retour à la Terre, évidemment, il a fallu courage masculin et féminin, et c'est évidemment ce qui a été créé entre nous. Et ça ne veut pas dire que je suis un peu trop sain, moi. C'est ça le problème, c'est que... Mais je ne me promène jamais avec mon auréole parce que ça donne des complexes à tout le monde. C'est un rabbi, vous comprenez. Alors, notre chemin, ben, il est fait de ce que nous pouvons, de ce que nous ne pouvons pas, de fidélité ou d'infidélité. Je fais des choses, c'est un chemin humain. Mais toujours ce qui reste d'essentiel, c'est en fait un peu la quintessence de ce qu'on a envie de transmettre en disant la vie est magnifique, donc prenons-en soin. Et quand on fait le bilan d'aujourd'hui, je pense qu'on a du boulot. Voilà. Merci. J'aimerais bien vous entendre tous les deux sur le... Tu parlais de Trump tout à l'heure, Pierre, sur le sujet de la démocratie.
quand je regarde ce qui s'est passé, ce qui s'est passé très rapidement après les élections américaines, et surtout après la sortie du plan de Paris, des États-Unis, du plan de signature du traité de la COP21, il y a plus de 1000 entités aux États-Unis qui ont signé un engagement en disant « Ok, les États-Unis vous ne voulez pas le faire, nous on va le faire et on va même aller plus loin puisque maintenant on a les coups des franches. » Et au fond, est-ce que c'est pas quelque chose qui nous montre que même Trump peut-être est en train de nous aider à nous mettre, nous humains, en situation de changement et peut-être, je l'espère pour demain, dans une nouvelle forme de démocratie. Qu'est-ce que tu en dis, Cyril ? Il y a un livre vraiment chouette qui est sorti là, il y a peu de temps qui s'appelle « Où atterrir » de Bruno Latour. Pablo en a parlé tout à l'heure. Et il dit que Trump est une sorte de boussole. Et qu'il remercie Trump parce qu'il nous indique la direction inverse dans laquelle on peut aller. Donc à ce titre-là, on peut considérer qu'effectivement c'est une sorte d'aide. Il a réveillé pas mal de monde. Moi quand je suis allé aux États-Unis là au mois d'avril pour accompagner la sortie de demain, on a eu grâce à Donald, merci Donald si tu nous entends, on a fait la une du New York Times qui disait si vous êtes désespéré par la politique de Trump et par ce qu'il est en train de faire pour le climat, allez voir ce film, ça va vous redonner de l'espoir, ça va vous montrer des trucs que vous pourriez faire. Et il se trouve que la presse, les mouvements écologistes, les mouvements féministes, les mouvements sur les droits sociaux, pour les inégalités entre noirs et blancs, etc., ont été assez galvanisés et un peu réveillés par Trump, qui, effectivement, de façon plus ostensible, on dirait que je suis libraire, hein, parce que j'arrête pas de vous conseiller des livres, mais en fait je ne suis pas libraire. Non, t'es juste éditeur. Mais je suis notamment éditeur. Vous pouvez aussi lire le formidable livre de Naomi Klein, qui s'appelle « Dire non ne suffit plus », qui essaie d'analyser pourquoi Trump est là. Et elle dit finalement Trump est l'archétype, la manifestation de tout un tas de phénomènes qui existent dans la société aujourd'hui et qui sont le néolibéralisme, la société du spectacle, puisque Trump c'est d'abord un type qui a fait une télé-réalité, qui s'est mis en scène, le phénomène des marques. Elle a écrit un bouquin super qui s'appelle No Logo, et elle dit Trump s'est vendu comme une marque, parce qu'aujourd'hui il a fait sa fortune dans l'immobilier, mais il vend son nom pour qu'on construise des grands complexes avec des grandes tours, des trucs de vacances, des golfs, et compagnie, souvent de façon un peu mafieuse d'ailleurs, et il continue à le faire en étant président des États-Unis sans aucun problème. Le patriarcat, le sexisme, en tout cas les Weinsteineries, comme on dit maintenant, quoi, qui sont aussi des Trumperies. La domination occidentale, blanche, quoi, sur ce dont parlait Pierre, sur le reste du monde, il est en fait une espèce de quintessence de tout ça. Et ce qui est effectivement... ok, c'est bien, je veux dire, ça nous donne un adversaire. On dit toujours que pour rassembler les gens, il faut un ennemi. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, mais... Donc Trump joue ce rôle-là, mais pour autant, ce qui est quand même hyper flippant, je suis d'accord avec Pierre, c'est que il puisse avoir été élu président des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à... Ce pseudo-mécanisme démocratique a réussi à mettre au pouvoir l'archétype de tout ça. Et il y a on cite dans Demain une étude qui a été conduite par l'université de Princeton, donc qui n'est pas une étude d'écolos échevelés ou de militants altermondialistes, qui a été faite aux États-Unis et qui a étudié énormément de décisions politiques qui ont été prises dans les décennies qui ont passé, et qui ont regardé si ces décisions politiques allaient plutôt dans le sens de ce que proposaient les multinationales ou de ce que voulait la population. Et dans 80% des cas, les décisions politiques allaient dans le sens de ce que les multinationales préconisaient. Donc l'étude de Princeton a conclu que les États-Unis n'étaient plus une démocratie, ça fait déjà un petit moment, mais étaient une sorte d'oligarchie, on pourrait aussi dire de plutocratie, qui est dirigée par quelques personnes qui concentrent un maximum de pouvoir et de richesse. Et pour moi, la quadrature du cercle, c'est justement de se dire comment est-ce que cette organisation collective peut évoluer vers quelque chose où cette concentration de pouvoir complètement folle peut
se briser et se déconcentrer. Justement, comment est-ce qu'on peut répartir à nouveau la richesse, répartir à nouveau le pouvoir pour pouvoir transformer la société. Et on a un exemple en France qui est intéressant, c'est qu'on a Nicolas Hulot qui est au gouvernement. Et pour le connaître bien, et Pierre le connaît aussi très bien, on ne peut pas douter que ce soit une personne de conviction qui a vraiment compris les enjeux, qui a fait son éducation écologique, et notamment Pierre a été une des personnes qui l'a beaucoup influencé. Donc il sait très bien quelle est la situation, qui sait très bien ce qu'il faut faire, parce qu'une des questions qu'on a régulièrement dans ce genre d'assemblée, c'est « Mais est-ce que les gens qui sont au pouvoir sont au courant de ce que vous nous dites ?» D'ailleurs, on a encore posé la question à Pablo tout à l'heure. Nicolas Hulot, bah oui, alors il est extrêmement bien placé pour être très au courant de ce qui se passe. Il a même des années, et même des décennies, été celui qui allait souffler à l'oreille, il faisait comme Robert Redford avec les chevaux, mais lui c'était avec les présidents, souffler à l'oreille de Chirac, de Hollande, de Sarkozy, il faudrait faire quelque chose, il faudrait faire quelque chose. Le fameux discours La maison brûle, mais on regarde ailleurs de Chirac en 92 à Johannesburg. Et aujourd'hui, il est numéro 3 du gouvernement. Il est ministre d'État. Il a théoriquement entre les mains la possibilité de transformer les choses. Et donc je discutais encore avec lui il y a 3 jours, et je lui disais, mais en fait, tu vas jamais t'en sortir. Tu ne vas jamais t'en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que tous les militants commencent à dire « Ah, mais ce qu'il fait, c'est pas du tout suffisant, il nous trahit. » Parce qu'en fait, il fait des compromis, et donc par rapport à ce qu'il faudrait faire, qui est beaucoup plus exigeant que ça, il ne le fait pas, donc on se désolidarise de lui. Et puis des ONG qui commencent à dire, ah non, il est dans un gouvernement, en plus qui est un gouvernement qui a des tendances de plus en plus libérales, avec la politique de Macron sur rendre les riches plus riches, etc. etc. Donc on ne veut pas être complice de ce gouvernement dont fait partie Nicolas Hulot. Donc tous ses alliés, tous les gens qui a priori sont de son côté, sont en train de se désolidariser de lui. Et face à lui, il est face à des lobbies, donc les lobbies qu'on connaît bien, agroalimentaires, pétrochimiques, etc., face à l'inertie de l'administration, qui est quand même pas à négliger, face à un gouvernement qui est, pour lequel la question écologique ne va pas de soi, donc il est obligé de se battre à peu près pour tout, c'est-à-dire qu'il me dit à chaque fois que j'arrive à faire passer une mesure, c'est à l'arracher. Donc, théoriquement, il va devenir de plus en plus impuissant, puisque ses soutiens sont plus là, et en revanche, ses ennemis, eux, ses opposants, ses adversaires sont bien présents. Donc, qu'est-ce qui ferait que ça marche dans notre démocratie? Je disais, mais tu aurais besoin d'avoir un lobby, toi, largement aussi puissant, voire même peut-être plus puissant que le lobby que tu as en face de toi. Et le lobby, c'est qui? Ben, c'est les millions de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de Français qui sont d'accord avec 80% de ce que dit Nicolas Hulot, qui sont d'accord avec le fait qu'il faut faire quelque chose pour le changement climatique, qu'il faut arrêter de faire disparaître les espèces à cette vitesse-là, qu'il faudrait aller plutôt vers l'agriculture biologique et l'agroécologie, qu'il faudrait plutôt aller vers des énergies renouvelables, qu'il faudrait plutôt limiter le pouvoir de la finance. Sauf que la démocratie telle qu'elle est organisée et qui a aussi fait émerger Trump est une démocratie tronquée, d'attente. C'est-à-dire, comme dit David Van Rijbroek dans le film, dans Demain, en gros, la démocratie, ça consiste tous les 5 ans à aller colorer un peu sa bubule. Voilà, alors je vote plutôt pour lui ou plutôt pour lui, sur des critères complètement irrationnels, c'est-à-dire en général sur des débats télévisés. Et il y a eu des expériences fascinantes aux États-Unis où on mettait des électrodes sur le cerveau des gens pendant qu'ils regardaient un débat télévisé. Et toutes les zones qui s'allument en fait dans le cerveau sont des zones émotionnelles, ne sont pas des zones réflexives. Et donc ça va être « Ah, lui il a fait la meilleure blague » ou « lui il a pris le dessus sur elle et il l'a bien écrasé ». C'est l'anaphore de Hollande, quoi. Moi président, et on a glosé sur le fait qu'il a gagné les élections à ce moment-là. Je veux dire, c'est quand même un peu délirant. Donc si on continue à être dans ce truc d'attente où on vote une fois tous les 5 ans et puis après on se croise les bras et puis on les regarde et puis on dit bon alors vas-y montre-moi mon coco ce que tu vas faire, puis 5 ans plus tard on se réveille et on se dit bon alors est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont promis? Non. D'accord, donc on avait voté pour celui de gauche, bon bah maintenant on va voter pour celui de droite. Puis 5 ans plus tard, bon, est-ce que celui de droite a fait ce qu'il avait promis? Non. Bon, bah c'est pas grave, on va revoter pour celui de gauche. Ok? Et puis on fait ça, donc ça s'appelle la politique de l'alternance, la politique de l'essuie-glace.
jusqu'à ce qu'on se dise, bon alors, ni droite ni gauche ne fait ce qu'il promet, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer extrême droite ou extrême gauche. Bon, formidable. En réalité, s'ils étaient élus, il y a de très fortes chances qu'ils fassent des dégâts. Là, c'est ce qu'on voit avec Trump, en fait. C'est-à-dire qu'il fait des dégâts, Trump. Hein. Il détricote la politique d'Obama, il donne une image aussi. Pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il propose un récit qui est un peu dramatique, qui est réussir dans la vie, c'est être super riche, c'est attraper les femmes par la chatte, comme il dit, c'est se croire tout permis, c'est écraser les autres. Donc ça fait du mal, énormément. Et c'est là où Obama, à contrario, proposait un récit qui était sans doute un peu meilleur, même s'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais fondamentalement, il conduit une politique économique et une politique de croissance qui ressemble quand même furieusement à ce que tous ses prédécesseurs, démocrates ou républicains, ont fait. Il n'y a pas de vraie grosse différence, de vraie grosse rupture. Donc, la démocratie a besoin de se réancrer et que chacun d'entre nous puisse décider d'être partie prenante de la démocratie. Et là, si on veut être très pragmatique et très concret, pour moi, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait 1 million de personnes au minimum qui descendent dans la rue pour dire, nous, aujourd'hui, on veut soutenir les mesures que, par exemple, Nicolas Hulot serait prêt à prendre sur la transition énergétique, sur l'alimentation biologique, sur des taxes sur les transactions financières. Si on ne le fait pas, en gros, Hulot, quand il se retrouve au gouvernement à dire on va faire ça, et je représente une bonne partie de l'opinion qui voudrait que ça se fasse, les autres lui disent ah bon? Qui ça? On les voit pas. Hein. Ils sont où? Ils sont dans la rue? Ils font des pétitions? On les voit pas. Donc c'est fondamental aujourd'hui qu'on arrive à travailler ensemble, qu'on arrive à ce que des élus et des citoyens, et potentiellement des entrepreneurs, travaillent main dans la main et qu'on arrête de se regarder en chien de faïence en attendant que quelqu'un, voilà, miraculeusement change les choses pour nous, parce que ça n'arrivera pas. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est que nous sommes tous responsables de tout ça. Voilà. J'ai commis, vous savez, en 2002, quand je me suis présenté aux élections présidentielles, j'avais parlé de décroissance, selon Reagan. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant que nous fonctionnions avec moins d'exigences et moins de prélèvements et là, on va participer à quelque chose. Et j'ai commis un ouvrage après, quelques années après, comme ça ne résonnait pas tout à fait comme je le souhaitais, j'ai commis un ouvrage que j'ai appelé La sobriété heureuse. Au niveau de l'édition, c'est un essai. Les essais, 3000, 4000 exemplaires. 4000, c'est une performance. Et j'en suis à plus de 300 000. Ça ne veut pas dire bravo Pierre Rabhi, ça veut dire qu'on a compris une chose, c'est qu'on ne peut pas fustiger des gens en les enrichissant. On les enrichit, en même temps on les critique. Ce qui veut dire qu'il y a une cohérence à trouver de la part de nous-mêmes. Et quand j'ai parlé de sobriété, ça veut dire un art, sobriété heureuse. Ça me rappelle cette petite histoire d'un pêcheur qui vient de finir son boulot, il fait sécher ses filets, il est tranquille, et puis il y a un monsieur sérieux qui passe, qui regarde le pêcheur, qui regarde la barque du pêcheur, et il dit au pêcheur, mais monsieur, la barque là, elle est à vous? Il dit oui. Oh, mais elle est petite. Oui, ben oui. Ben, vous pourriez en avoir une plus grande. Eh ben oui. Et après, vous allez pêcher, bien sûr, beaucoup plus de poissons. Et après, vous allez pêcher tellement de poissons que vous allez pouvoir vous acheter un petit bateau. Et après, eh ben, vous allez embaucher des gens qui vont venir travailler pour vous. Et après, eh ben, après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Cette petite histoire rigolote, elle est pleine de philosophie. C'est ça la réalité. C'est qu'on ne peut pas gueuler après les multinationales en nourrissant le monstre
le monstre que nous nourrissons et contre lequel nous sommes placés. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de changement si dans nos comportements individuels, là où nous sommes, nous n'avons pas adopté un art de vivre avec la puissance de la modération. La modération est très puissante, c'est quelque chose. Les multinationales redouteraient que nous soyons modérés. Parce que si nous devenons modérés, là, ils sont foutus. Et aujourd'hui, c'est ça, parce que je crois que avoir simplement la posture d'examiner les situations politiques, géopolitiques, de tirer des conclusions de ceci et de cela, de faire des descriptions de ceci et de cela, ne suffisent pas. Parce que chacun de nous sommes impliqués dans cette nécessité du changement. Et comment aborder cette nécessité du changement? C'est par un autre art de vivre, et non pas l'art de toujours avoir toujours plus et toujours plus, mais l'art et la performance de se contenter non pas serrer la ceinture, bien entendu, je n'invite pas les gens à devenir des moines ou je ne sais pas quoi, mais quand même, il faut qu'on arrive à comprendre que les excès que nous affligeons, nous sommes devenus, pas moi, mais enfin, il y a quantité de pousseurs de caddies, et on a réhabilité le néolithique d'ailleurs, en poussant des caddies, on passe dans les rangs, c'est assez jouissif de collecter, etc. Et à la fin, ça finit dring, l'argent est donné aux multinationales. Donc il faut qu'on arrive à cette... Et pendant ce temps-là, les petits commerces, tout ce qui est convivial, etc., est détruit. Et il faut revenir à cette convivialité, à cette... Pourquoi nous avons préconisé, par exemple, les oasis en tout lieu, et j'ai eu la joie que ma fille ait réalisé l'un des prototypes d'oasis en tout lieu, c'est que l'avenir ne sera pas au chacun pour soi. Compte tenu que le chômage va sévir d'une façon très très forte, et que les gens vont se retrouver dans une individualité impuissante, et qu'il faut maintenant essayer de retrouver un autre art du vivre ensemble, et cet art de vivre ensemble actif, c'est-à-dire sur des bases construites qui permettent au collectif de vivre ensemble dans la réciprocité. Parce qu'il se trouve que nous avons des compétences, mais ces compétences, nous ne les donnons que dans notre métier en échange d'un salaire, alors que ces compétences pourraient être mutualisées, et en mutualisant les compétences, vous allez voir qu'on est riche de cela. On est extrêmement, extrêmement puissant. Mais il faut maintenant revenir à cela, à mutualiser les compétences. Donc c'est pour ça que nous avons parlé de oasis en tout lieu, c'est-à-dire des oasis qui se constituent de ce genre. La problématique des semences, c'est une problématique énorme. Eh bien, il ne suffit pas simplement de l'analyser et dire les semences sont en train de disparaître. Si on ne fait que ça, ça ne sert à rien. Mais par contre, une réorganisation pour sauvegarder les semences, parce que c'est vital, c'est absolument vital, on est en train de créer un mouvement, comme on a créé le mouvement Colibri, un mouvement femmes semencières, de façon à ce que cette problématique, ça rentre dans le quotidien de nous tous, mais ne reste pas une théorie parmi d'autres. Voyez, les pays du Sud, vous le savez qu'on est très très impliqués parce que la famine sévit dans ces pays-là, que malheureusement, si vous prenez le cas de l'Afrique est immensément riche, seulement elle est régie par des chefs d'État corrompus. On fonctionne en clan, on rassemble... Vous voyez, l'Algérie, mon pays d'origine, pétrole. Ils sont incapables de se nourrir. 95% de l'Algérie importe 95% de sa nourriture. Pourquoi? Pétrole, mauvaise organisation, etc. Ce qui fait qu'il y a à réviser le comportement général entre nations. Bien sûr, une nation peut expérimenter des prototypes capables d'inspirer. Mais je pense qu'il faut penser humanité. Parce que sinon, il y aura évidemment un rapport nord-sud qui sera de plus en plus grave. Vous avez l'Orient, vous avez maintenant les chiites et les sunnites qui ne peuvent pas se voir, ils sont en train de se détruire entre eux. Vous avez la Corée du Nord, la Corée du Sud, etc. Et partout où vous portez votre regard, vous vous rendez compte qu'il y a une humanité duelle, une humanité fractionnée, et c'est ça qui risque vraiment d'amener l'humanité à des désastres absolument extraordinaires. Et par rapport à, et en même temps que tout cela,
eh bien, il y a évidemment l'épuisement des ressources, il y a toute cette prédation légalisée, que j'appelle légalisée, qui fait que l'évolution et l'avenir de l'humanité, à la fois nos enfants, petits-enfants, etc., est à repenser sur des critères complètement différents. Alors, il ne suffit pas d'analyser, il faut créer, il faut réaliser, il faut incarner. Sinon, on restera encore à débattre sur le monde qui va mal. Et je peux vous assurer que vous ne seriez pas content si vous aviez un médecin qui vient vous faire le diagnostic, vous dit « Monsieur, vous avez ci, vous avez ça, au revoir ». Non. Il faut un bon médecin, il va vous dire « Voilà, vous avez ci, vous avez ça », mais voilà la solution. S'il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, globalement, puisque je suis beaucoup impliqué dans les débats publics, ce que je constate de moins en moins d'ailleurs, c'est que d'un côté, il y a des analyses, certes, doctes analyses sur le monde qui va mal, mais malheureusement, il y a un déficit chronique et très important sur quelles solutions incarner, pas simplement des solutions au niveau des idées. Quand il n'y a plus rien à manger, on vous met d'un côté une miche de pain et de l'autre côté un lingot d'or, et on vous dit choisissez. Quoi qu'il y a des croqueurs de diamants, existent. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la nébuleuse analytique, elle est énorme. Les bibliothèques sont pleines à craquer des thèses des uns, des théories des autres, etc. Mais je ne pense pas que c'est uniquement sur cela que nous allons évoluer. Par ailleurs, évidemment, l'esthétique. Bien sûr, il faut que la beauté soit dans la vie. La beauté, on l'a exclue. La beauté, on a exclu l'esprit, la spiritualité, on n'a gardé que la matière. Et la matière, disons, basique. À tel point qu'un monde qui est aujourd'hui pourvu, bien qu'il y ait de la misère à l'intérieur, on se rend compte que le monde pourvu, qui devrait être plein de joie, ne l'est pas. Et on consomme beaucoup d'anxiolytiques, de divertissement, etc. Ce que je veux dire par là, je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, c'est que ce qui me préoccupe aujourd'hui, bien sûr, des alternatives ici ou là, il faut les célébrer, il faut les faire connaître, ça contamine positivement. Mais ce qui me préoccupe, c'est que l'évolution générale du genre humain en tant qu'espèce. Vous savez que nous sommes là, et depuis, sur 24 heures qu'on a attribuées à la vie de la Terre, nous sommes là depuis 2 minutes, 1 minute et demie à 2 minutes, c'est tout. Donc la Terre n'a pas eu besoin de nous. Et elle risque de ne pas avoir besoin de nous. Donc nous, en tant que phénomène humain, quel est notre rôle, véritablement? C'est pour ça que la planète, une petite histoire aussi, la planète est née, elle se fait très belle, elle devient magnifique. Et puis elle se dit, mais à quoi ça sert? Elle se dit, s'il n'y a pas quelqu'un pour m'admirer, ça ne sert à rien. Et elle aurait créé l'être humain, pour admirer. Mais la pauvre, je crois qu'elle s'est gourée. Elle s'est complètement gourée, c'est parce qu'au lieu d'admirer, il détruit. Et je crois profondément, c'est là où on rejoint la poétique des choses, je crois profondément que le rôle de l'être humain, c'est en quelque sorte de sublimer les choses, de façon à ce que de cette création, il puisse tirer de la beauté et être dans la beauté de cette création. C'est pour ça que souvent je finis je ne sais pas s'il nous reste encore, souvent mes conférences avec une histoire vraie qui m'est arrivée à mon champ. Vous savez qu'on est installé, on a une ferme, etc. Et il se trouve qu'au début de notre aventure à mon champ, on était tellement pauvres que voilà, il ne s'agissait pas même pas de se chauffer au gaz ou quoi que ce soit. On se chauffait, on avait un peu un bois et puis on se chauffait au bois. Et donc arrive une année, je suis un peu désolé parce que je dois couper le bois pour préparer l'hiver et je suis tout seul. Et je suis dans un bistrot à Joyeuse, pour ceux qui connaissent, tablé avec des amis, et à côté, quelqu'un qui dit « Ah, je dois couper mon bois et je suis tout seul ». Je me tourne vers lui et je lui dis « Monsieur, moi aussi, est-ce que vous ne pourriez pas passer un contrat, vous venez m'aider, je vais vous aider ». Le contrat est vite signé,
je viens l'aider, il vient l'aider. Et alors, il y a un soir, une soirée, on a travaillé toute la journée, pas de tronçonneuse, rien de tout ça. On travaille toute la journée en écoutant les oiseaux magnifiques, etc. Et la journée s'achève. La journée s'achève, donc le crépuscule arrive, le coucher du soleil arrive, avec un panorama absolument extraordinaire, de couleurs extraordinaires, vraiment magnifique, et je suis là en extase. Et il se trouve que pour ajouter à la beauté de cela, eh bien, il y avait un arbre dénudé, puisque c'était l'hiver, et il faisait comme une dentelle sur cette magnificence, une magnifique dentelle. Et je suis là à regarder, et je dis, mais qu'est-ce que c'est beau! Et puis je vais faire partager, silencieusement, je vais faire partager ma jubilation, ma joie à mon ami, et je lui dis, je le prends par la main, je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Je pense que vous devez imaginer le choc, mais aussi la symbolique des choses. C'est-à-dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre justement le regard qui nous fait admirer pour n'avoir que le regard pratique. Regardez comme nos maisons sont devenues des espèces de boîtes à habiter. Là, avec il y a tout ce qu'il faut, d'accord? Enfin, où est l'esprit? Où est la beauté? Où est la légèreté? Et quelquefois, je vais dans le sud, je vois des maisons en terre, simples, toutes simples, elles ont une âme. Je viens ici, on a l'impression que c'est des lieux, certes, c'est pratique, mais c'est froid. Alors, voilà. Si j'ai quelque chose à dire, c'est effectivement qu'aujourd'hui se posent certains problèmes très concrets, très réalistes, auxquels il faut répondre d'une façon réaliste. On ne peut pas continuer simplement à analyser le monde qui va mal, mais il faut agir. C'est ce que nous essayons de faire. Et je vous ferai l'amitié d'aller sur notre site pour voir tout ce que nous faisons et tout ce que nous essayons de faire. Nous n'avons aucune vanité avec ça, parce que de toute façon, je ne peux pas ne pas faire. Et donc, il n'y a aucun mérite quelconque, c'est cette cohérence, uniquement cette cohérence. Et puis, de toute façon, il faudra quand même envisager maintenant de sauvegarder la terre qui nous nourrit parce qu'elle est massacrée. On ne parle jamais de la terre en tant qu'élément nourricier, indispensable à la survie, qui est détruit aujourd'hui. Il est réellement détruit. Et donc voilà, je ne sais pas, en vouloir trop dire, peut-être que je vais moins dire, mais je pense que vous avez compris l'esprit dans lequel nous essayons d'avancer. En tout cas, je pense que c'est la fin de notre discours, ou il y a quelque chose d'autre. Je pense qu'on peut peut-être, je crois qu'il y avait un moment d'échange qui était prévu, donc si un micro peut... Juste avant le moment d'échange, je finis juste mon travail de libraire, encore, pour vous dire qu'on vient de publier un livre avec Pierre qui s'appelle « Demain entre tes mains », qui est une histoire de transmission, qui est que ça fait quelques années que je connais Pierre quand même. Et toutes ces histoires qui racontent l'histoire de l'arme, l'histoire des boîtes, l'histoire du pêcheur, etc. Je trouvais que c'était une façon super de pouvoir s'adresser aux enfants et de pouvoir à la fois leur expliquer pourquoi le monde est comme il est aujourd'hui et ce qu'on peut y faire, surtout. Et d'essayer de les préparer, eux, moi j'ai des enfants de 9 et 12, d'essayer de les préparer à ce qui les attend dans les décennies qui viennent. Voilà. Donc c'était ma dernière page de pub de libraire. Voilà.